Merci Marco. C'est pas que je veux m'excuser en commençant, mais j'ai un texte que je vais livrer assez le plus passionnément possible. Parce que justement, comme Marco vient de le dire, on m'a demandé de définir un peu ce qu'est l'éducation, quels sont les grands courants, etc. Puis, je suis pas encore, il n'y a pas encore une encyclopédie à mon nom. Donc, je vais m'appuyer sur mon texte, mais j'ai pensé à vous quand même, et j'ai préparé un petit support visuel. Alors, si ça peut fonctionner. Voilà. Alors, plusieurs questions. Que devons-nous transmettre à nos enfants? Que devons-nous enseigner dans nos écoles? Que faut-il mettre dans nos programmes d'études? Quelles valeurs devons-nous transmettre? Quelles connaissances valent la peine d'être léguées à la génération suivante? Quelles compétences, quelles habiletés devraient être mobilisées et développées chez nos jeunes? Quel rôle doivent jouer nos collèges et nos universités dans la société actuelle et future? Quelles approches éducatives à privilégier? Ces questions sont lourdes de conséquences et inévitablement politiques. Les questions les plus cruciales sont cependant celles qui sont à l'écran. Qui va décider des réponses? Comment savoir si ces réponses sont les bonnes? C'est un peu ce que je vais présenter cet après-midi. Mais avant de répondre à ces questions, il me semble crucial d'exposer clairement ce que nous entendons par éducation. En fait, si on veut juger l'état de nos institutions d'enseignement, mais aussi évaluer ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation, viser des objectifs pour le futur, il me semble que nous n'avons pas le choix de définir l'éducation. Il faut en effet savoir, à tout le moins, de quoi on parle, si on veut s'engager dans un tel débat. Pour le philosophe que je suis, s'engager dans un débat, quel qu'il soit, que ce soit sur toutes ces questions, sans établir auparavant notre conception d'éducation, je me semble que c'est un peu une perte de temps. À l'heure actuelle, les avis sont très partagés à l'égard de qu'est-ce que l'éducation. Voici quelques positions parmi les plus représentatives. Pour certains, l'éducation consiste à permettre d'obtenir un emploi, d'accumuler de la richesse et de progresser économiquement. Pour d'autres, c'est ce qui permet de trouver le bonheur, de vivre une vie heureuse. Pour d'autres, l'éducation permet des avancées technoscientifiques qui, en principe, devraient améliorer la qualité de vie. L'éducation doit aider à propulser notre économie sur l'échelle nationale ou internationale. L'éducation doit servir à lutter contre la pauvreté, contre l'exode des jeunes. L'éducation permet à une culture donnée de survivre, de se perpétuer. L'éducation doit mener les jeunes à adhérer à une idéologie, à des valeurs, à des manières de faire. L'éducation, pour d'autres, c'est autre chose encore. Quand toutes ces visions se rencontrent dans un même débat, on peut prévoir que la tâche sera difficile à atteindre. Les théories de l'éducation ont longtemps été dominées par cette idée inspirée de Platon selon laquelle l'éducation doit orienter les esprits vers la recherche de la vérité. Selon cette conception, l'éducation ouvre l'esprit à divers points de vue et au savoir entendu comme sagesse, par le biais des différentes formes de connaissances, comme les connaissances mathématiques, les sciences humaines, les sciences naturelles, l'histoire, l'art, la littérature, la musique, la philosophie, et ainsi de suite. Toutes ces disciplines proposent des manières différentes d'appréhender la complexité de notre réalité et sont tout à fait complémentaires. Un seul ingrédient manquerait et la recette idéale ne pourrait pas réussir à donner le gâteau parfait. Oh. Je ne sais pas ce qu'il y a. Perdu. J'avais une réunion à 1h30. Voilà. Est-ce que vous avez vu que j'avais une réunion à 1h30? Moi, je l'ai vu. L'interaction entre ces disciplines, donc, permet à l'esprit de prendre une distance critique par rapport à chaque champ disciplinaire. Mais l'esprit devient autonome parce que capable d'entrer dans un rapport critique au monde. En ce sens, l'éducation n'est pas l'affaire des opinions, n'est pas l'affaire des opinions relatives à chacun. Elle est une quête de connaissance.
et d'amélioration des conditions de vie. Par ailleurs, l'éducation permet à chacun de ne pas devoir être l'esclave de quelqu'un d'autre qui viendrait penser à sa place. De ce point de vue, l'éducation ne se résume pas simplement à la socialisation, ni à la moralisation, ni à la préparation de l'emploi. Bien sûr, c'est légitime que nous nous occupions aussi de socialiser et de préparer à l'emploi. Mais au sens strict, on ne parle pas d'éducation, on parle de socialisation et de formation. Personnellement, je pense que nos institutions d'enseignement et les activités sociales éducatives, par exemple l'école, les collèges, les universités, mais aussi l'équipe sportive, la troupe de danse, la famille, ainsi de suite, je pense que nos institutions doivent d'abord être des lieux et des moments d'éducation. C'est-à-dire qu'elles doivent établir une relation entre les adultes et les jeunes. Une relation qui doit accorder la première place à la formation de l'esprit, par la mise en contact avec des savoirs qui visent l'autonomie de la pensée. Il est impossible de faire l'économie de cette conception d'éducation sans risquer de tout confondre. Puis il me semble qu'à bien des égards, que ce soit volontaire ou non, que ce soit conscient ou non, nous nageons actuellement en pleine confusion en ce qui a trait à l'éducation. La raison pour laquelle j'ai accepté de participer à l'événement d'aujourd'hui, c'est non seulement pour exposer ma définition, ou la définition que je défends, mais c'est surtout pour défendre publiquement cette conception qui trop souvent est laissée de côté. Je la répète, l'éducation doit orienter l'esprit vers la recherche du savoir, de l'amélioration des conditions de vie. Et non seulement la consommation effrénée qui mène la planète vers une catastrophe annoncée. Donc, développer la recherche du savoir par le biais du développement de la pensée critique et bien sûr de la créativité. Nos institutions scolaires, collégiales et universitaires sont trop souvent aux prises avec une multitude d'enjeux qui occultent, qui cachent, parfois et souvent interdisent de penser l'éducation. Je ne veux pas entrer trop dans le détail, je vais seulement mentionner quelques exemples. Le premier, c'est celle de cette préoccupation qu'ont divers intervenants à l'égard des classements des écoles. Alors qu'on se demande comment améliorer notre rang au classement, des erreurs pédagogiques surgissent. Les élèves n'apprennent plus à comprendre un texte, ils apprennent plutôt à répondre à des questions de compréhension. Ou encore, on laisse de côté des matières scolaires pendant un certain temps parce qu'elles sont considérées fort malheureusement comme secondaires. Là, je pense par exemple aux arts ou les cours de sciences humaines dans les écoles, au profit de d'autres disciplines, parce que ces disciplines secondaires-là ne sont pas évaluées par le ministère. On souhaite ainsi passer tout le temps à entraîner les élèves à répondre à des questions de l'examen ministériel qu'à se former. Nous devons nous demander alors, les résultats sont-ils encore valides quand on dresse d'une certaine façon les élèves à répondre à des questions, ou est-ce qu'en fait, est-ce que les évaluations ou les résultats de ces évaluations donnent-ils un portrait déformé de la réalité? Et si c'est un portrait déformé, bien, comment alors apporter des changements pédagogiques adéquats? Ça peut sembler que je veux jeter la pierre à quelqu'un, mais ce n'est pas mon intention. Les intentions de ces personnes sont louables, mais on sacrifie ici l'éducation, au sens universel du terme. En plus d'adopter des comportements incohérents, d'un côté, on souhaite développer le développement du raisonnement autonome, puis de l'autre, on veut conditionner le raisonnement à des impératifs d'évaluation souvent arbitraires et orientés selon le besoin du marché du travail, par exemple, qui sont eux-mêmes axés sur des critères de l'industrie de la surconsommation. Cette façon de faire déresponsabilise complètement les élèves à penser par eux-mêmes, parce que ça les conditionne à penser d'une manière prédéterminée. En agissant ainsi, on laisse croire aux jeunes qu'il y a une seule bonne manière de penser. Et en plus, comment peuvent-ils en venir à savoir par eux-mêmes ce qui est important? J'en arrive donc à la conclusion qu'il est urgent de multiplier des événements comme aujourd'hui pour faire la promotion d'une réelle éducation. Je pense que c'est justement à l'université que revient la tâche de promouvoir l'éducation comme une recherche de la connaissance
Alors, la mission des universités se transforme de plus en plus en une entreprise, malheureusement, dispensatrice de diplômes et d'autre part, une moissonneuse de subventions. Mais qu'en est-il de la mission première de l'université, qui est un lieu de production et de transmission de connaissances? Qu'en est-il de cette institution qui devrait être autonome afin de former des esprits autonomes, à la recherche de la connaissance et de la sagesse par le biais de ces multiples disciplines fondamentales et appliquées? Que sont devenues ces universités qui devraient être avant tout des espaces de réflexion libres, autonomes et responsables? Ce que je crains, c'est, au fond, que l'institution universitaire perde de sa légitimité auprès de la société si elle devient incapable de jouer son rôle de gardienne de la recherche indépendante. C'est un réel danger qui frappe aux portes des universités partout dans le monde. Quand la recherche est financée par l'entreprise privée, ou que la recherche subventionnée doit répondre à des critères idéologiques partisans, il y a un réel danger de perdre l'autonomie nécessaire à une recherche réellement critique et scientifique. Ça, c'est le rôle de l'université. Il me semble que la société, en tant que collectivité d'intérêts non seulement économiques, mais aussi humains et sociaux, devrait se positionner d'une manière claire et affirmée contre des dérives qui font en sorte, par exemple, que le financement de la recherche sur la calvitie est supérieur au financement de la recherche sur la fibrose kystique. Il me semble qu'on devrait se donner les outils afin de s'assurer de la légitimité des recherches, des résultats de la recherche. Après tout, comme citoyens, nous avons besoin de recherches sur lesquelles on peut se fier pour prendre des décisions éclairées. Mais si c'est possible, il y a pire. Perdre de vue la mission première de l'université, comme l'école, crée de fausses attentes. Je pense que les collègues de la classe abonderont dans ce sens-là. L'étudiant qui devient client en vient à penser qu'en vertu des sommes colossales d'argent qu'il débourse, qu'il a automatiquement le droit d'obtenir son diplôme. Puis je pense qu'il a tout à fait raison de penser ainsi. L'effort pécuniaire remplace l'effort intellectuel et la transformation de soi que cet effort implique. L'investissement de soi nécessaire pour réussir un cours se voit occulté par l'effort investi dans le financement de ses études, au point que chaque cours semble devenir une contrainte et non un tremplin vers le savoir, qui est, en fin de compte, dévalorisé comme valeur en soi. La couverture médiatique du printemps érable a démontré à quel point la question financière l'emporte sur les véritables enjeux que représente une éducation digne de ce nom. La couverture médiatique a mis le focus sur les questions des droits de scolarité, en laissant de côté la question de l'accès et du droit à la scolarité et surtout de la valeur sociale et progressiste de l'éducation. Je sais que les prochaines années vont porter encore davantage atteinte à l'idée d'éducation que je considère comme étant un projet de société. Il faudrait que nous nous dressions solidement pour lutter contre les conceptions réductrices de l'école, des institutions collégiales et universitaires qui pervertissent leur finalité et modifient le sens fondamental de ce que signifie comprendre et surtout penser par soi-même sans guide idéologique. Et là, comme philosophe, je me fais plaisir. Selon la philosophe Hannah Arendt, philosophe juive allemande exilée aux États-Unis à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il est de notre responsabilité d'adultes d'assumer la tâche qui nous incombe, si nous aimons nos enfants, de les outiller de sorte qu'ils soient en mesure de mener une vie autonome, où ils pourront inventer un monde meilleur et s'inventer une vie heureuse et bonne. Ou comme le disait un autre philosophe, Nietzsche, toute joie veut l'éternité. En ce sens, le rôle de l'adulte est capital pour proposer l'espoir aux jeunes que leur vie vaut la peine d'être vécue. Comment doit-on jouer notre rôle d'adulte? En suggérant à la jeunesse le projet le plus important parmi tous, le projet de sa propre vie. Malheureusement, avoir tous ces jeunes qui trouvent plus de sens à se droguer le matin avant d'aller à l'école, qu'ils trouvent du sens à y aller pour apprendre, avoir tous ces jeunes qui sont sous médication, avoir tous ces jeunes qui, on l'apprend encore cette semaine, qui s'automutilent
Il me semble que c'est le temps de se demander si le projet qu'on propose à nos jeunes, c'est le bon. Malgré toutes nos bonnes intentions, ne sommes-nous pas en train de nous mentir à nous-mêmes, en nous faisant croire que nous nous occupons adéquatement de nos enfants et de nos jeunes? Avoir toute cette destruction, avoir toute cette violence, avoir tous ces cas d'intimidation comme récemment à Chicago, j'ai bien l'impression qu'Anna Arendt avait raison lorsqu'elle entrevoyait le danger d'abandonner les jeunes dans un monde d'opinions et de préjugés, alors qu'ils n'ont pas nécessairement les outils pour trouver le sens de leur existence et de leur vie. Il me semble qu'une éducation libératrice devrait être offerte à notre jeunesse pour qu'elle puisse construire son propre projet de vie en l'enracinant dans le déploiement d'une certaine sagesse accumulée depuis le début de l'histoire humaine. Il me semble que ça pourrait être, pour eux, un fichu bon point de départ. Mais à quoi ressemble une éducation comme ça? Elle se reconnaît à l'histoire qu'elle raconte, au grand destin qu'elle met en scène, au grand courant de pensée qu'elle fait intervenir pour comprendre les enjeux qui ont animé les acteurs du passé et qui guident les acteurs du présent. Cette éducation nous place toujours en perspective. Elle nous montre qu'on ne vit pas dans une bulle, que l'humanité n'est pas née d'hier, et qu'on dépend toujours de notre histoire, des aléas de notre civilisation et des relations qui relient les pays entre eux et les époques entre elles. Elle nous fait vivre, cette éducation, une expérience qui nous propulse dans un horizon de possibilités infinies. Cette éducation conduit à la défense de sa culture et de sa langue, en insistant toujours d'abord sur sa qualité. L'éducation bien comprise ne devrait jamais œuvrer dans la médiocrité ou dans l'approximatif, parce qu'elle est toujours, par définition, elle appelle le dépassement. Pourtant, trop de jeunes, trop d'adolescents, trop d'adultes se contentent du strict minimum à l'égard de l'effort à faire pour satisfaire aux exigences que supposent les promesses d'une éducation émancipatrice. En ce qui me concerne, j'adhère à cette tradition de pensée qui déclare que l'éducation est fondamentale pour le développement humain parce qu'elle produit un effet libérateur au sens qu'elle libère de l'ignorance, des préjugés et des manipulations de toutes sortes. Cette tradition débute au moins avec Platon et sa célèbre allégorie de la caverne. Le prisonnier est arraché aux ténébreuses conventions de l'opinion commune et s'élance vers les lumières d'une connaissance qui émancipe et rend meilleur. Les savoirs qu'on acquiert par l'éducation ont des effets profonds et notables sur nous. L'éduquer a ce qu'on appelle souvent un esprit critique, le rendant sensible à l'organisation interne des savoirs qu'il acquiert. Par exemple, l'éduquer sait apprécier les subtilités du raisonnement mathématique. Il admire les nuances d'un texte qui est rédigé. Il est soucieux des critères et des normes invoqués pour soutenir une affirmation. Mais, à l'opposé, l'éduqué est hérité devant des sophismes et autres paresses intellectuelles. Cet esprit critique s'enracine d'une manière si définitive qu'elle influence durablement le regard sur le monde. En fait, c'est cet esprit critique qui rend responsable, parce qu'elle favorise la production de jugements justes. Comme le souligne le professeur et philosophe Luc Vigneault, la pensée critique ne produit pas de connaissances, mais plutôt des jugements qui sont, en fait, la synthèse de ces connaissances. De cette manière, concrètement, un garagiste, un médecin, un enseignant sera capable de penser et de guider ses propres actions en tenant compte de leur dimension, de la dimension historique, politique, économique, philosophique de ces actions. Cette conception de l'éducation ne fait pas l'unanimité et a contre elle, au moins, une vision économique qui pense en termes de rendement et de profitabilité. Elle a aussi contre elle les énormes inégalités qui font en sorte que les enfants arrivent à l'école avec des lacunes pratiquement insurmontables. Elle a contre elle une culture de l'évaluation qui a pour conséquence qu'on apprend aux enfants à répondre à des questionnaires plutôt que de répondre aux questions bien plus cruciales qu'ils se posent eux-mêmes. Cette conception de l'éducation a aussi contre elle une mode populaire qui se moque de la culture, de l'érudition,
et qui vante les mérites de l'instantané et de la facilité. Deux caractéristiques contraires à une éducation qui exige un effort soutenu qui s'inscrit dans la vie durant. J'aimerais terminer avec une piste de solution. D'abord, il faut considérer l'éducation comme étant un projet de société, non un moyen et une finalité de la société. On parle souvent de la Finlande comme de modèle à suivre. L'erreur, souvent, c'est d'aller chercher leurs conclusions, leur manière de faire, alors qu'il faudrait plutôt importer le point de départ de leur réflexion, qui était justement de faire de l'éducation un projet de société. Je crois que le point de départ par rapport à l'éducation serait de réfléchir à savoir si on veut une éducation qui prépare au changement ou une éducation qui prépare à la stabilité. Une éducation à la stabilité, c'est celle qu'on connaît. Elle tente de faire acquérir les connaissances et les compétences pour perpétuer le modèle actuel. C'est une éducation qui parle de résolution de problèmes, réparer ce qui ne marche pas, sans s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Et où l'élève est considéré comme un acteur d'un projet qui lui a été imposé. En revanche, une éducation au changement propose de toujours penser à l'œuvre les défis qui se présentent, afin de penser ce qui n'a jamais été pensé. Elle tente de faire acquérir des habiletés et des connaissances qui savent saisir les occasions de trouver l'inédit. C'est une éducation qui parle de communauté de recherche et qui est seule capable de réellement rendre responsable. Parce que seule capable de rendre chacun le co-auteur et non l'acteur, le co-auteur d'un projet qui se développe depuis la nuit des temps. Alors, je vous remercie beaucoup de votre diligente attention. Merci.